Ok. Je salue encore la présence de tous. Merci beaucoup, Madame Tichot, pour votre présence, d'avoir honoré un peu notre petite organisation qui œuvre à la promotion des archives en Afrique. Ici, la nécessité de la mise en place d'un plan de mesures d'urgence au sein d'un service d'archives paraît quelque chose de très important pour nous qui sommes en Afrique, vu que nous faisons beaucoup face à d'énormes fléaux naturels comme humains. Et lorsque nous avons eu la chance de constater qu'il y avait une organisation qui était en charge de préserver et d'œuvrer à la protection de ces archives, ça a été vraiment un challenge pour nous de pouvoir mettre cela en place et d'organiser une formation autour de ce thème-là qui sera animé par vous, madame, qui êtes vraiment bien placée pour nous édifier sur ce thème-là. Je vais Et essayer. cela, voici un peu le programme qui va suivre. On aura un mot de bienvenue, la présentation des archivistes leaders, présenter également notre invité et présenter aussi les résultats du sondage. Parce que nous avons mené aussi un sondage pour avoir une idée de savoir si ce thème-là était connu de tous. Et puis, laisser place à notre invité qui va s'occuper de la formation, qui s'attellera tout d'abord de la présentation du bouclier bleu, mais qui sera fait selon le programme bien défini avec Mme Deschaux. Et définir également qu'est-ce que c'est qu'un plan de mesure d'urgence au sein des services d'archives, la nécessité d'avoir ce plan-là au sein des services d'archives et comment procéder pour réussir sa mise en place ainsi que son évaluation. Après, Mme Deschaux procédera aussi à expliquer comment est-ce qu'on peut évaluer ce plan-là lorsqu'il est mis en place. Et après cela, elle nous présentera le bouclier bleu France. Et en cela, après, nous allons laisser place aux questions-réponses de nos différents auditeurs. J'espère que vous m'entendez mieux. Très bien, pour ce qui me concerne. D'accord, ça va. D'abord, je vais aborder le mot de bienvenue. J'aimerais dire bienvenue à Mme Deschaux. Soyez les bienvenus dans la communauté des archivistes leaders, comme le thème, le nom le dit. Ici, notre communauté vise à mettre en valeur le potentiel des archivistes. Nous avons d'abord lancé la campagne archivistes leaders au niveau du continent africain pour donner le potentiel aux archivistes africains parce qu'ils se sentaient un peu marginalisés et lésés de tout ce qui se passait en ce qui concerne l'évolution de la société en Afrique, alors que nous faisons partie même du cœur du développement en Afrique. Donc, pour éviter qu'il y ait des mésententes, nous avons lancé le mouvement d'abord archiviste leader en faisant sortir le potentiel de chacun, mais aussi en s'imprégnant des réussites de certains de nos dévanciers qui venaient nous donner la force d'aller de l'avant. Donc, archiviste leader, c'est réveiller le leadership en nous les archivistes, mais aussi apporter notre soutien dans le développement de l'Afrique parce que nous faisons partie un peu de ce quotidien-là. Donc, le mot de bienvenue ici, c'est pour dire merci à toutes ces personnes qui ont apporté les grains de sel à l'évolution de cette communauté, à toutes ces personnes à travers le monde qui nous soutiennent, qui nous apportent leur support. Ok, maintenant nous allons passer à l'étape suivante en présentant notre invité, qui est Mme Jocelyne Deschaux. Et nous allons laisser la place à Obé Estelle, qui est au niveau du Gabon, pour présenter notre invité. Obé, merci de prendre la parole. Je tenais à rappeler également que Obé Estelle est la vice-présidente du Archiviste Leader. Et ici, elle va prendre le mot pour présenter le président Jean-Marie Capé. Merci beaucoup. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin et surtout de vous savoir nombreux. Ça prouve tout simplement l'intérêt que vous accordez aux différentes activités organisées par Archivistes Leaders. Alors, qui sommes-nous? Archivistes Leaders est une ONG créée en 2020 et qui œuvre pour la promotion des archives et des archivistes en Afrique et par les Africains. Son siège social est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les objectifs visés par Archivistes Leaders sont donc la promotion d'une gestion et d'un usage optimisé des archives, ainsi que la préservation du patrimoine archivistique africain
par une solide coopération panafricaine des archivistes, à travers donc des actions de sensibilisation, de formation, de valorisation, de recherche et d'innovation archivistique. Dans ces différentes activités, Archivistes Leaders recherchent une Afrique où la gestion de l'information documentaire est maîtrisée tant au niveau administratif que culturel, pour le bonheur des communautés et la facilitation du processus de croissance des différents pays africains. Les instances qui composent Archivistes Leaders sont que l'Assemblée générale, qui en est l'instance suprême, le bureau exécutif Afrique qui assure la gestion administrative, les bureaux régionaux, les correspondants pays et les membres. Il faut signaler au passage que les bureaux archivistes leaders régionaux et les correspondants pays pour le moment ne sont pas opérationnels, mais ça ne saurait tarder. L'équipe qui compose le bureau exécutif d'archivistes leaders Afrique aujourd'hui comprend donc M. Jean-Marie Capé comme président et fondateur d'archivistes leaders, Madame Estelle Obé Zogessi, votre serviteur et vice-présidente, M. Omboyas Emmanuel Fabrice, secrétaire général, M. Randolph Hidlbert Aglipo, secrétaire général adjoint, M. Landrienda, trésorier, et M. Emma Aka, trésorier général adjoint. Depuis la création d'archivistes leaders, plusieurs activités ont été organisées et sont organisées comme celle que nous organisons aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'AG, on a présenté les outils de gestion électronique des documents, nous avons parlé des versements des archives numériques, il y a eu plusieurs talk shows. On a bien sûr débuté même par le lexique dans la terminologie archivistique. Et il faut reconnaître que ces activités, vous pouvez les retrouver dans nos différentes plateformes. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes présents sur Telegram où on retrouve plus de 377 membres, sur Facebook, 1127 abonnés, sur Twitter, 80, sur YouTube, 429 abonnés et plus de 92 ressources vidéo. Donc voilà pour ce qui est de Archivistes Leaders, et nous sommes toujours là dans la réalisation, la matérialisation de nos différentes activités. Aujourd'hui, nous allons vous parler du plan d'urgence. Nous entrons à présent de plein pied dans le vif de notre rencontre du jour, axée sur la mise en place d'un plan de mesures d'urgence au sein d'un service des archives. Et pour nous édifier sur cette thématique, nous sommes accompagnés d'une éminente personnalité habituée justement à mettre en place ces outils au sein des structures, en la personne de Madame Jocelyne Deschaux, qui est archiviste, paléographe et conservateur en chef des bibliothèques. Madame Deschaux est présidente du comité français du bouclier blanc et directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois depuis 2013. Elle a été auparavant responsable du patrimoine écrit à la bibliothèque municipale de Toulouse de 1991 à 2013 et cofondatrice de la section Grand Sud-Ouest en 2005 et la section Tarn 2015 du bouclier bleu. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons tout simplement au sortir de nos différentes discussions, nous serons amenés à mettre en place cet outil tant important au sein de nos structures documentaires. Comme vous pouvez le constater, Madame Jocelyne, nous avons mené beaucoup d'actions et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau-là où les archivistes ont commencé à avoir de la valeur et se donner du potentiel. À la présentation de notre sondage que nous avons réalisé,
ici sur la disponibilité des procédures ou d'outils de protection des archives en Afrique. Déjà, si le thème nécessité de la mise en place d'un plan de mesures d'urgence au sein des services d'archives a attiré notre attention, c'est parce que au niveau des procédures et outils de protection, nous sommes vraiment défaillants, nous ne sommes pas vraiment au top des tops et nous avons décidé de lancer un sondage à travers l'Afrique. Et ici, au niveau des participants, nous avons eu 47 acteurs à travers 10 pays en Afrique, notamment le Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Congo, la RDC surtout, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Maroc, le Niger et le Sénégal. La France ici a fait honneur, vu que c'est un pays francophone. Déjà, en termes de représentation, on voit que le Burkina et la Côte d'Ivoire ont eu beaucoup de participants. C'est déjà intéressant pour voir qu'il y a une forte participation des acteurs même de l'Afrique de l'Ouest. Et en termes de gens, il y a eu 19% d'acteurs qui ont participé en termes de femmes et d'hommes, 81%. C'est déjà quelque chose de considérable. Ici, la première question qui était de savoir si un service d'archives ou bibliothèque est-elle à l'abri d'un sinistre naturel ou humain. Pratiquement la majeure partie a répondu non. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Quelles que soient les mesures qui sont prises, nous devons nous préparer à subir un cas de sinistre naturel ou humain. Et pour ce qui est des institutions, 74% des personnes ont répondu qu'ils ne sont pas à l'abri, qu'ils ont déjà subi, désolé, un sinistre d'origine naturelle ou humaine. Et comme on détaille un peu ces points-ci, pratiquement, la question était de savoir est-ce que les institutions reçoivent des moyens pouvant permettre de prévenir et gérer ces cas de sinistres. Pour la majeure partie, oui, mais qui sont plus orientés vers des actions minimes, c'est-à-dire extincteurs, détecteurs d'incendie. Mais en grande partie, il faut retenir que s'il y a un grand sinistre, nous ne sommes pas à l'abri vraiment de sinistres. Avez-vous connaissance de ce que c'est qu'un plan de mesure d'urgence? Oui, pour une grande partie, c'est pratiquement 50% de oui et 50% de non. C'est-à-dire, c'est des mesures qui ne sont pas connues de tous. Déjà, ça attire un peu notre attention. Et si vous pouvez voir, en ce qui concerne les plans de mesures d'urgence, chacun a apporté un peu une brève définition. Nous avons eu 20 réponses sur 47 participants. C'est déjà bon. Ce qui veut dire que nous avons pratiquement la moitié qui ont une idée un peu de ce que c'est que ce plan. Votre institution dispose-t-elle d'un plan de mesures d'urgence? Non, pour la majeure partie. C'est critique, ça attire notre attention aussi, que nous qui sommes en Afrique, pour comprendre qu'en cas de sinistre, nous sommes voués à l'échec total dans la sauvegarde et la protection de nos archives. Avez-vous déjà élaboré un plan de mesures d'urgence? Non, pour la plupart, parce que cela veut dire qu'on n'a pratiquement pas été formé ou pas de connaissances sur ce plan-là. Ça attire encore notre attention. Le plan de mesures d'urgence serait-il un outil indispensable pour votre service? Presque 90% a répondu favorablement oui. Et moyennement indispensable, juste une petite minorité. Avez-vous connaissance des institutions de prévention et de sauvegarde d'institutions culturelles nationales et internationales? Oui, à 70%, c'est déjà bon. Non, oui à 23% et non à 70%, ce qui inquiète un peu. Et le bouclier bleu est répété à quelques maintes reprises. Il y a aussi l'UNESCO et puis les archives du Maroc, Archivistes sans frontières qu'on voit beaucoup en Afrique. Mais déjà, peu de personnes ont une connaissance d'institutions qui œuvrent à la protection des archives sur le continent. Le bouclier bleu, ça vous dit quelque chose? Non pour la majeure partie et oui pour 29%. Pour les 29% qui ont répondu oui, il y a 22% qui disent avoir reçu un coup là-dessus et une minorité qui l'a connu pratiquement sur les réseaux sociaux. D'autres, pour les recherches personnelles, c'est 50%. Ça veut dire que c'est 50% qui aspirent à apprendre encore plus, qui aspirent à chercher à comprendre un peu qu'est-ce qui peut les aider à améliorer les services. Et 16% pendant la guerre russo-ukrainienne, ce qui est encore attire notre attention pour dire que ce genre de sinistre est fréquent, surtout en Afrique, les cas de crise
Donc, cette crise entre la Russie et l'Ukraine a beaucoup attiré l'attention et a vraiment permis aux archivistes de connaître le bouclier bleu et de savoir que il y a des actions qui sont menées en faveur des archives lorsqu'il y a des sinistres à travers le monde. Aimeriez-vous en apprendre davantage sur le plan de mesures d'urgence au sein des services d'archives 100% pour la plupart des participants? Pour vous dire on aspire beaucoup à apprendre, on aspire beaucoup chercher à comprendre et aussi à s'améliorer en Afrique parce que nous sommes des archivistes leaders. Voilà. Donc, Madame Deschaux, voici un peu le bref résumé de notre sondage qui sera remis à chaque participant. Et là, nous allons passer maintenant à notre webinaire qui va démarrer par votre présentation. Donc, à ce stade, peut-être on aura besoin que vous partagiez votre écran pour démarrer votre... D'accord, j'arrête. Oui, il faut que vous arrêtiez le vote. Alors, mais d'abord, je voulais vraiment vous remercier de votre sollicitation qui me fait vraiment grand honneur et grand plaisir. Merci à Randolph d'avoir fait le lien entre ce que je pouvais présenter et votre organisation. Bravo, franchement, pour votre organisation. Je trouve ça vraiment très, très intéressant, super, c'est bravo, tous mes encouragements. Et puis, l'enquête que vous avez menée, je trouve ça aussi extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'on est tous un peu au même niveau, je dirais, dans cette problématique-là. En France, on a eu l'incendie de Notre-Dame qui a un peu éveillé les consciences en 2019. Depuis, du coup, dans les musées, dans les archives et un peu moins dans les bibliothèques, il y a on va dire un émoi et un démarrage de la prise de conscience de la nécessité d'un plan d'urgence, mais on n'est pas tous couverts encore. Donc voilà, on est un petit peu tous pareils sur le continent européen et le continent africain dans ce genre de choses. J'ai envie de dire, on démarre quand même un petit peu, plus ou moins, mais un petit peu quand même tous dans ce domaine-là. Juste pour vous préciser que depuis 3 semaines, non, depuis un mois maintenant, je ne suis plus présidente du Bouclier Bleu France, mais voilà, j'ai fait mes 7 années de mandat et il y a une nouvelle présidence maintenant qui est Marie Courcelot. Voilà, donc je voulais juste apporter cette petite précision. Et dernière petite précision également, nous avons changé de nom. En France, ce n'est plus le comité français du Bouclier Bleu, mais Bouclier Bleu France, parce que le comité international du Bouclier Bleu a lui-même changé de France en devenant Bouclier Bleu international. Du coup, beaucoup de comités nationaux ont changé également leur nom pour se rallier, on va dire, à cette formulation-là. Bon, voilà, ça change rien, mais pour être tout à fait précise, je préfère vous communiquer le nom. Voilà, alors effectivement, on va démarrer cette présentation. N'hésitez pas vraiment à m'interrompre, à me poser des questions. On a prévu effectivement un temps d'échange après, mais si quelque chose n'est pas clair au cours de mon intervention, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre et à me questionner. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'urgence? Je dirais que c'est une série de mesures anticipées, programmées, sur lesquelles tous les collègues de l'institution doivent avoir été formés pour, d'une part, éviter les sinistres, d'autre part, en réduire les conséquences sur les collections quand il se produit et savoir assurer les bons gestes quand le sinistre est là pour intervenir sur les collections, parce qu'en fait, de mauvais gestes peuvent vraiment endommager de façon importante et accroître l'endommagement, les dommages, les dégâts sur les collections. Donc là, il y a vraiment aussi une notion de bon geste, pas bon geste à mettre en place dans les esprits au sein de l'institution. Alors, quand on parle de sinistre, quand on parle de plan d'urgence, on parle de sinistre forcément.
C'est quoi un sinistre? Dans votre sondage, on le voyait bien, personne n'est à l'abri d'un sinistre, malheureusement. Ça peut être une inondation par crue d'un cours d'eau, des dégâts des eaux techniques avec des canalisations qui explosent, qui percent, etc. Ça peut être un incendie, ça peut être une tempête, un effondrement, un glissement de terrain, un tremblement de terre, une explosion. Et moi, pour être originaire de Toulouse, l'explosion de l'usine AZF est encore dans les mémoires, mais aussi une infestation de moisissures, d'insectes, de rongeurs, etc., etc., etc. Donc, je crois pouvoir dire qu'aucune institution culturelle de conservation d'objets culturels dans le monde n'est à l'abri de ce genre de sinistre. Alors, pourquoi un plan d'urgence? Quelles sont les nécessités d'avoir un plan d'urgence? Je crois qu'il doit bien y avoir une bonne vingtaine de raisons qui peuvent inciter à prendre ces mesures, justement, et à rédiger ces plans d'urgence. Bien sûr, d'une part, la valeur des collections. Les collections qu'on conserve, si on les conserve, c'est parce que c'est important de les conserver au titre national, le régional, local, parce que si ces collections disparaissent, c'est une perte de mémoire pour le pays, c'est une perte de mémoire pour la population, c'est une perte d'identité de la population également. C'est aussi les collections patrimoniales, quelles qu'elles soient, sont un facteur de résilience pour la population dans le cas d'un sinistre ou d'une catastrophe de plus grande ampleur que la stricte institution de conservation patrimoniale. C'est aussi pour des raisons financières, puisque d'une part, les collections ont une valeur souvent inestimable, mais qu'il faut parfois estimer en termes de finances, et aussi parce que d'anticiper les sinistres coûte toujours moins cher que de répondre à un sinistre sans l'avoir anticipé. Les sommes mises en jeu sont vraiment considérables quand on n'a pas anticipé, alors qu'elles peuvent être vraiment pas trop importantes quand on les anticipe. Ensuite, parce qu'on l'a vu, les sinistres, ça n'arrive pas qu'aux autres, pas que chez les autres, parce que le plan d'urgence, il a pour objectif de rendre les équipes opérationnelles, et du coup, c'est aussi l'un de ces éléments qui est vraiment important par rapport au bon geste dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport aussi à la collaboration, à la mutualisation locale, régionale, qu'il faut mettre en place et par laquelle on sera plus fort, parce que nous, tout seuls, dans nos petites institutions, forcément, on est moins fort que si on va chercher l'aide des camarades à droite et à gauche. Et donc, cette mutualisation, cette collaboration, il faut l'avoir anticipée, sinon elle pourra pas se faire. Parce qu'également, le plan d'urgence va pouvoir faciliter l'intervention des secours, des pompiers en particulier, mais pas seulement. S'ils arrivent dans une institution où il y a déjà des choses de prévues et pour laquelle ils ont participé à cette préparation, et bien forcément, ils interviendront beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans le bon sens pour nos collections. Donc, c'est important aussi vis-à-vis des pompiers de préparer ce plan d'urgence. Il faut aussi prévoir la question de la priorisation des œuvres, même si c'est extrêmement difficile, même si c'est choisir entre son père ou sa mère ou entre ses enfants, mais si on ne fait pas, nous, responsables des collections, cette priorisation, ce n'est pas les pompiers qui vont le faire, ou s'ils le font, ça ne sera pas d'un point de vue scientifique qu'ils auront fait cette priorisation. Donc là aussi, c'est vraiment important de pouvoir la mettre en place, en amont. Le fait d'être préparé, ça va diminuer le stress des équipes pour l'intervention, donc favoriser une meilleure intervention. Et puis, également, ça va permettre de pouvoir être opérationnel à l'ensemble des équipes, pouvoir être opérationnel même en l'absence de celui ou de ceux qui ont rédigé le plan d'urgence. L'idée, c'est que quand on a rédigé le plan d'urgence, tout peut se faire sans que le rédacteur soit là. Et il faut toujours penser que le jour où la catastrophe arrivera, le rédacteur ou les rédacteurs ne seront peut-être pas là, ne pourront pas venir.
Et du coup, il faut que le reste des équipes soient vraiment opérationnelles. Donc, c'est aussi, voilà, toutes ces raisons-là. Et puis également, le fait de pouvoir anticiper le recours à des prestataires extérieurs, des entreprises de congélation, par exemple, en cas d'inondation, etc. Tout ça aussi doit se faire de façon un minimum anticipé. Alors, un plan d'urgence, pour se résumer, c'est un document opérationnel, et j'insiste vraiment sur le terme opérationnel, c'est pour ça que je l'ai mis 2 fois dans ma diapo, un document opérationnel sur pour la situation d'urgence et des mesures de prévision opérationnelle. Il ne faut pas que ça soit un document de théorie, de considération philosophique. Il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse appliquer le jour J sans se poser de questions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais revenir. Et donc, un plan de sauvegarde, qui est le terme un peu plus général que le terme de plan d'urgence. Le plan d'urgence s'intègre dans le plan de sauvegarde. Lui, est une approche plus systémique, c'est-à-dire qu'il va analyser toutes les phases avant, pendant et après le sinistre. Alors, on l'a vu, pourquoi un plan d'urgence? Les risques existent partout, les sinistres arrivent très souvent et les conséquences de sinistres sont beaucoup plus graves si on n'a pas anticipé, quel que soit le sinistre. Donc, avant d'aborder pourquoi, qu'est-ce qu'il y a exactement dans un plan d'urgence, je voulais juste dire que qui est-ce qui doit faire le plan d'urgence? Alors, a priori, tous ceux qui sont autour de cette table de webinaire, si je peux m'exprimer comme ça, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés. Vous allez probablement travailler avec des collègues dans votre institution pour mettre en place ce plan d'urgence. C'est important de pouvoir être 2 pour le rédiger, parce que franchement, je l'avoue bien sincèrement, c'est pas une partie de plaisir. C'est quelque chose qui va se buter à des obstacles. C'est pas toujours facile. On est un peu des empêcheurs de tourner en rond, mais c'est extrêmement nécessaire pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Et d'être 2, ça va plus vite. Ça, on s'épaule l'un l'autre. Quand on a une baisse de morale, eh bien l'autre peut prendre le relais. Il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une seule, etc., etc., etc. Et je crois que ça peut être intéressant de travailler en binôme. Il faudra travailler bien évidemment en lien avec pas mal de gens, le responsable bâtiment, les responsables de collection, les pompiers, les autres établissements, comme on l'a vu. Il faudra impérativement en amont avoir l'accord de la direction, l'accord de la tutelle, parce que ça va impliquer un certain nombre d'autres services dans cette rédaction de plan d'urgence. Et c'est vraiment important que tout le monde soit bien d'accord, que vous consacrez un certain nombre d'heures à rédiger ce plan d'urgence. C'est prévu, tout le monde en est d'accord et on ne va pas vous rajouter des difficultés supplémentaires en termes de temps, en termes de… Voilà, ça va nécessiter un petit peu de crédit aussi, pas des sommes folles, mais quand même un peu de crédit. Ça va nécessiter du temps. En gros, on compte vers 18 mois de travail sur la rédaction d'un plan d'urgence, bien souvent parce qu'on ne peut pas faire ça à temps plein. Donc voilà, et toutes les autres urgences, justement, on estime à peu près 18 mois à 2 ans. Il va y avoir la question de la formation, de la sensibilisation des autres équipes. Et donc là aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de l'accord de la direction et de la tutelle. Ensuite, au niveau de la mise en œuvre du plan d'urgence, ce sera une équipe de volontaires, on reviendra dessus, mais toutes les équipes de l'établissement doivent avoir au moins été sensibilisées, avoir un minimum de formation, de sensibilisation, avec des exercices notamment, et bien sûr une formation plus poussée pour les équipes de volontaires. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que contient un plan d'urgence. Tout d'abord, il faut vraiment commencer par ça, une analyse des risques de l'établissement, des risques généraux
de la localisation de l'établissement, de la ville, de la région, de la ville, voilà, voir s'il y a des risques d'inondation par une crue de rivière, de tremblements de terre, de pluies diluviennes, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre d'outils qui doivent pouvoir être utilisés pour faire cette analyse des risques. Également une analyse des risques propres à l'établissement en fonction des murs, des bâtiments que vous avez, des canalisations, du passage des canalisations. Est-ce qu'il y a des canalisations qui passent dans les magasins, dans les réserves, etc. Quel est leur état de conservation à ces canalisations, etc. Donc, il y a aussi toute une partie d'analyse des risques propres à l'établissement. Ensuite, une partie de prévention. Donc, la prévention, c'est tout faire pour éviter que le sinistre n'arrive. C'est, on l'a vu dans votre enquête, ça a été beaucoup cité, les détecteurs incendie, les extincteurs, les détecteurs divers d'inondation également, la mise en place de portes coupe-feu, etc. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, c'est de la prévention pour éviter que le sinistre arrive. Et ensuite, il y a une partie, et je dirais presque la plus importante, ou en tout cas la partie sur laquelle nous, professionnels du patrimoine écrit, nous avons le plus d'actions possibles, parce que c'est vrai que de faire monter dans son établissement un système de détection et d'extinction incendie, on peut le demander si ça n'existe pas, mais on n'a pas énormément la main là-dessus. Ça passe forcément par la direction, les tutelles, ça coûte souvent très cher, donc on n'a pas une action énorme là-dessus. Par contre, toute la partie prévision, et donc la prévision, c'est préparer pour réduire les conséquences d'un sinistre quand il survient quand même, et réduire les conséquences et les dommages sur les collections, ça c'est de notre sort, et ça on peut le faire dès demain. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire vraiment très rapidement et sans forcément beaucoup de budget. Donc c'est là-dessus que nous, on doit mettre nos énergies, je dirais, pour ça. Ensuite, il va comprendre ce plan d'urgence, un plan d'intervention d'urgence proprement dit, c'est-à-dire des consignes. En cas d'inondation, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas d'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ensuite, etc. pour le reste des types de sinistres. Et ensuite, un plan de retour à la normale, avec donc des consignes claires, des consignes simples sur lesquels on ne se pose pas de questions, on n'a pas, voilà, c'est clair, net et précis, des consignes concises aussi, parce qu'il ne faut pas, quand on a les pieds dans l'eau, avoir un document de 50 pages à lire pour savoir quelle doit être ma première réaction. Donc voilà, quelque chose d'assez clair. Et donc, le fait de faire comprendre à tous que la mise en œuvre du plan d'urgence est l'affaire de tous dans l'établissement, de tous les services et de tous les grades. C'est vraiment l'ensemble des équipes, j'allais dire, en commun, vraiment. Chacun aura un rôle à jouer et ça concerne véritablement tout le monde. Alors, par quoi démarrer? Souvent, on se dit oui, c'est important de faire le plan d'urgence, mais ça paraît tellement colossal qu'on ne sait jamais vraiment par quoi démarrer. Moi, je conseillerais de démarrer par les aspects matériels parce que c'est du concret. Tout ce que vous aurez fait, ce sera toujours ça de fait le jour où ça arrive. Même si votre plan d'urgence n'est pas terminé, que vous avez un dégât des eaux et même s'il n'est pas très important, eh bien, tous vos aspects matériels que vous aurez mis en place, eh bien, ça pourra servir. Donc, pour vous aussi, pour le moral de ceux qui rédigent le plan d'urgence, c'est important de se voir progresser. Donc, ces aspects matériels, moi, je recommanderais vraiment de commencer par ça. Donc, des kits inondation, je reviendrai, en mettre un par pièce de stockage, voire deux si ce sont des pièces très importantes, un matériel d'évacuation, du matériel d'intervention, recueillir également les plans à jour du bâtiment, avec notamment les passages d'eau, gaz et électricité, parce que ça, les pompiers en auront immédiatement besoin quand ils vont intervenir. Donc, c'est quelque chose qui peut être parfois long à réussir d'obtenir, mais du coup, il faut commencer par là pour être sûr de l'avoir dans quelques mois. Ensuite, il y aura les aspects humains, j'en ai déjà un petit peu parlé, la sensibilisation, la formation des équipes, les listes de volontaires, je reviendrai bien sûr là-dessus un petit peu en détail. Ensuite, aborder les aspects collaboratifs que j'ai déjà évoqués aussi, rencontrer, faire venir dans l'établissement les pompiers, travailler avec eux et rédiger le plan d'urgence en concertation avec eux. Et également rencontrer et travailler avec les autres établissements de conservation
au sujet de la mutualisation du matériel, au sujet, par exemple, de la mutualisation des personnels. Et j'ai envie de dire, une fois que ces aspects-là ont été commencés, parce que ça ne se fait pas en une demi-journée chacun, donc au moins les démarrer, ensuite, et peut-être ensuite seulement, on peut aborder la question des collections, puisque c'est tellement compliqué, et en particulier en archives, c'est très compliqué de prioriser les collections, parce que si vous dites à vos pompiers qu'en cas d'incendie, ils doivent évacuer avant que le brasier soit vraiment devenu très important, 3,8 km de mètres linéaires d'archives, évidemment, ils vont vous rire au nez. Et ça ne sera pas possible et ça ne sera pas de la mauvaise volonté de leur part. C'est juste que ce ne sera pas possible. Donc, nous, notre rôle, c'est d'évaluer, d'identifier les collections les plus précieuses pour lesquelles la perte serait absolument catastrophique pour l'institution, pour la ville, pour la région, pour le pays. Et commencer par identifier ces collections-là et ensuite, avec les pompiers, pouvoir, en général, les pompiers demandent à avoir des collections prioritaires par zone de stockage. Donc déjà, dans chaque pièce de stockage, se faire dire par les pompiers, ici, cette pièce-là, en fonction de l'éloignement ou du rapprochement de l'extérieur, je vais vous demander de me lister 20 documents les plus précieux ou 80 documents les plus précieux. Et avec ces chiffres-là, vous allez pouvoir commencer à travailler. En gros, on part du principe que l'estimation globale, c'est 3 à 5% maximum, vraiment maximum des collections. Donc, vous voyez, c'est vraiment rien. Et ce travail d'identification et de priorisation, c'est vraiment un crève-cœur pour tous les archivistes, pour tous les bibliothécaires, pour tous les conservateurs musées, etc. C'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas commencer par là. Déjà, si vous avez fait tout le reste avant, quand vous abordez cette question-là, déjà, ce sera énorme. Et puis, une fois que vous avez listé les documents prioritaires, comment vous faites pour qu'ils soient repérables facilement par les pompiers, avec une présence de fumée, avec des circonstances qui vont être difficiles. Et il faut que là aussi, les pompiers n'aient pas d'hésitation sur les documents à sauver en priorité. On reviendra aussi là-dessus. Donc, rapidement, je vais aborder tous ces éléments un petit peu en détail. La prévention, donc tout faire pour éviter que le sinistre n'arrive, il y a un bon moyen de commencer, c'est de procéder à ce qu'on appelle la mémoire des sinistres, c'est-à-dire vous promener dans toutes vos pièces, tous vos locaux de votre institution et de noter toutes les traces que vous voyez en prenant des photos, des traces de sinistres. Ça peut être des coulures, ça peut être des marques dans le sol, dans le plafond, sur les murs, des marques d'eau, des marques d'autres produits, des marques des fissures, voilà. Et déjà, faire votre visite avec cette orientation plan d'urgence et sinistres qui se sont déjà produits, ça va vous aider parce que si l'origine du sinistre que vous avez sous les yeux, dont vous avez les traces sous les yeux, n'a pas été réglée, peut-être qu'il peut se reproduire. Et du coup, peut-être que vous allez pouvoir travailler là-dessus avec les équipes techniques pour dire, on voit bien qu'ici, il y a eu un dégât des eaux, il y a des traces de mouillure dans le sol, dans le plafond, sur le mur, etc. Est-ce que ça a été réglé ? D'où c'est venu? Par quoi c'est intervenu? Est-ce que c'est d'origine naturelle, technique, etc. Est-ce que le problème a été réglé? Et est-ce que ce problème-là, précisément, peut se reproduire aujourd'hui? Voilà, c'est un moyen d'approche. Il peut y en avoir d'autres, mais déjà, ça peut aider. Et puis ensuite, bien sûr, voir les mesures de prévention qui existent dans votre établissement, les connaître vous, les faire connaître à l'ensemble des équipes. Donc, un système de sécurité incendie, détection, alarme, extinction automatique, par exemple, ou pas automatique, un système de détection des inondations, etc. Tout ça, bien sûr, en fonction de l'analyse des sinistres que vous avez faite auparavant. Alors, pourquoi ça ne défile plus? Je ne sais pas. Voilà. Aussi, quelque chose que vous pouvez faire très rapidement, ça peut prendre un peu de temps, mais on peut le démarrer déjà très vite, c'est de réduire l'impact, par exemple, d'une inondation sur les collections.
en surélevant au maximum le premier niveau de rayonnage par rapport au sol. Le chiffre à atteindre, ça peut être 10 cm au-dessus du sol, c'est-à-dire de ne pas mettre de collection en dessous de 10 cm par rapport au plancher, au sol. Si vous pouvez seulement 3 cm, eh ben faites ce qui sera possible, mais déjà ces 3 cm-là, s'il y a une inondation qui vient par le sol et que vous avez surélevé à 3 cm, pour avoir une inondation qui fasse 3 cm d'épaisseur d'eau, quand même, ça devient une très grosse inondation. Donc, vous allez mettre de côté, vous allez limiter l'impact sur les collections des petites inondations. Donc, déjà, ça peut être énorme. Également, si vous le pouvez, laissez l'espace sous les rayonnages libre, c'est-à-dire sans ce que j'appelle un enjoliveur de rayonnage, en général une plaque métallique, une bande métallique qui ne sert pas à grand-chose et qui va vous embêter le jour où vous aurez besoin d'aller évacuer l'eau qui, évidemment, se sera infiltrée sous vos rayonnages. Donc déjà, si vous n'avez pas ces éléments métalliques ou de bois à enlever, ça vous fera gagner du temps. Ne pas entreposer de livres, de documents au sol, interdire les débarras, ça c'est très difficile, notamment dans les bibliothèques, mais il faut être vigilant. Signaler systématiquement tout dysfonctionnement de plomberie et chacun doit connaître l'emplacement de la coupure générale d'eau. De même que chez vous, j'imagine que vous connaissez tous l'emplacement de la coupure générale d'eau. Si jamais il y avait un problème de machine à laver, voilà, eh bien, dans l'établissement, il faut que vous-même, en tout cas les rédacteurs du plan d'urgence, mais également l'ensemble des équipes, connaissent où se coupe l'eau générale dans l'établissement. C'est des petites choses qui peuvent être rapidement réglées, mais c'est important de passer par là. Alors, voilà quelques photos de rayonnage surélevé. Vous le voyez ici, ces 2 rayonnages sont surélevés. Là, on a eu la possibilité d'en surélever beaucoup, donc très bien. Ici, on a un petit peu moins surélevé. Et l'enjoliveur de rayonnage dont je vous parlais, c'est ici, qui a été enlevé sur ce premier rayonnage-là. Donc, voilà quelques exemples. Ensuite, au niveau de la prévision, donc la prévision, je vous rappelle, c'est tout préparer en amont pour minimiser l'impact, les conséquences du sinistre sur les collections, puisque le risque zéro de sinistre n'existe pas, donc il surviendra probablement quand même. Donc là, nous avons des aspects matériels, comme par exemple les kits inondation. Donc, voilà quelques exemples de constitution d'un kit inondation qui doivent être mis un kit par local de stockage. Ça, c'est vraiment important d'avoir tout sous la main. Et je peux vous dire qu'on s'en sert tout le temps. Mais vraiment tout le temps. On a toujours des petites avaries, des petites inondations de pas grand-chose. Mais si vous avez le kit à portée de main, c'est pas grand-chose. Si vous ne l'avez pas, ça peut devenir un problème parce que vous allez mettre une demi-heure à trouver une serpillière et un balai râtoir. Bon, voilà. Vous voyez, je suis très pratico-pratique, je suis désolée, mais ça passe aussi par ça. Pardon. Ensuite, rassembler ou acheter du matériel pour les interventions immédiates. Donc, bien sûr, je vous communiquerai, si vous le souhaitez, le PowerPoint pour vous éviter de prendre les notes de ce que je vous présente à l'écran. Donc, du plastique pour protéger, un aspirateur à eau, des ventilateurs, des serpillières, des balais raclettes, des étendoirs pour faire sécher les serpillières, du papier absorbant pour aider les livres mouillés ou humides à sécher. Du matériel également pour des interventions, la suite des matériels pour les interventions immédiates, des lampes, des appareils photo jetables pour prendre des photos de l'état des lieux de ce qu'on va découvrir, du sinistre. C'est vraiment important de faire tout de suite un constat d'état avec notamment des photos, des déshumidificateurs, des bottes, des boudins absorbants, des casques de chantier, des manches à balai, du papier blanc, etc., etc. Du matériel pour l'évacuation des collections mouillées. Il faut bien imaginer que des collections mouillées, vous en aurez probablement dans tous les cas de sinistre. Bien sûr, s'il y a une inondation, s'il y a un dégât des eaux techniques, mais aussi s'il y a un sinistre, aussi s'il y a un incendie, puisque aujourd'hui, le meilleur moyen de combattre un incendie, c'est de lui balancer de l'eau dessus. Donc, vous aurez des collections brûlées, mouillées,
probablement, mais aussi si par exemple il y a un glissement de terrain ou une explosion ou un tremblement de terre, eh bien le fait que le bâtiment bouge va faire bouger les canalisations et donc probablement faire éclater certaines canalisations et donc du coup vous aurez également des collections qui seront mouillées. Donc vous voyez, en fait, se mettre dans la position qu'est-ce que je dois faire si j'ai des collections mouillées, ça vous permettra de pouvoir réagir dans plein de sinistres différents. Donc voilà, du matériel à acheter et à prendre et à entreposer devant les principaux locaux de stockage ou un par étage par exemple. Enfin après vous organisez comme ça vous semble être le plus pertinent. Et puis du matériel pour les interventions de seconde phase pour là vraiment faire sécher les documents avec notamment des tunnels de séchage, du buvard, du papier absorbant, etc., etc. Pensez également à l'équipement individuel de protection. Les équipes seront plus à l'aise pour intervenir si elles-mêmes sont bien protégées. On l'a bien compris, hein, là je ne parle que des plans d'urgence des collections, on ne parle pas de l'évacuation des personnes, qui est évidemment plus importante que l'évacuation des collections, hein, c'est évident, mais là moi je suis là pour vous parler uniquement des collections. Par contre, si les personnes qui vont évacuer les collections sont elles-mêmes bien équipées, ne risquent pas de chuter dans des couloirs mouillés, par exemple, ont un casque, ont des masques et peuvent être identifiés avec des brassards comme celui-ci pour être sûr que c'est bien quelqu'un d'identifié, de repérer qui intervient et pas quelqu'un qui profite de la situation pour s'introduire dans les bâtiments, c'est encore mieux. Ensuite, vous avez bien sûr les aspects des collections sur lesquels il faut travailler. Alors, je vais pas revenir là parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps sur comment on priorise des collections d'archives. Mais ce sur quoi je voudrais vous proposer des réflexions, c'est une fois que vous avez identifié vos collections d'archives, après, ce que vous pouvez faire pour identifier les collections d'archives prioritaires, c'est déjà démarrer par les collections que vous présentez quand vous avez l'accueil d'une personne très importante qui vient dans vos archives. Souvent, on a une petite dizaine de documents qu'on montre tout le temps. Déjà, si on les montre tout le temps, c'est probablement parce qu'elles sont plus importantes que les autres. Donc déjà, commencer peut-être par ces documents-là, ça peut être un bon début. Mais après, comme je le disais, une fois que les collections prioritaires ont été identifiées, il faut pouvoir les faire repérer par les pompiers. Les pompiers, en cas d'incendie, interviendront dans votre établissement en dehors de votre présence. Vous n'aurez pas le droit de rentrer dans l'établissement. C'est absolument interdit. Donc, il faut que les pompiers, vous n'allez pas donner une liste de cotes à évacuer aux pompiers. Parce que les cotes, c'est compréhensible que par nous. Ils ne sauront pas où aller chercher les bonnes cotes, ils ne sauront pas comment prendre les documents. Si vous avez identifié par un signe les documents prioritaires à évacuer, ça leur fera gagner du temps et ça vous soulagera énormément. Donc, au Bouclier Bleu, France, on vous propose ces logos rétro-réfléchissants autocollants qui, je vous en ai apporté ici deux si vous le voyez par la caméra, de différentes tailles, comme vous le voyez, pour les mettre sur les portes, sur les cheminements dans les couloirs, et ensuite sur les conditionnements, les boîtes d'archives et sur les rayonnages où sont posées les boîtes d'archives prioritaires. Donc, c'est un exemple, vous pouvez trouver tout à fait autre chose. L'idée, c'est que les pompiers le connaissent. L'avantage de ça, c'est que c'est rétro-réfléchissant, donc les pompiers le verront, même s'il y a de la fumée, il y aura de la fumée en cas d'incendie, et même s'il y aura de la suie, parce qu'il y aura aussi de la suie en cas d'incendie. Donc voilà, ça a été testé avec eux et ils trouvent ça plutôt bien. Donc voilà, ça peut être un exemple. Je vous montre quelques photos de mise en œuvre de ces modes de repérage. Avec le nombre, vous voyez, dans chaque rayonnage, on a indiqué ici 4 documents prioritaires, ici 37 documents prioritaires et 2 documents encore plus prioritaires que les autres parce qu'eux, ils ont 2 symboles bouclier bleu. Donc ceux-là, s'il n'y a pas le choix et qu'on n'a que 30 secondes, c'est ceux-là qu'il faut évacuer en priorité. Et ça, les pompiers le savent et l'ont bien compris.
Ensuite, vous avez les aspects humains de la prévision, et c'est pas les moindres, de mettre en place un schéma d'alerte. Quelqu'un qui voit qu'il y a une inondation dans un des magasins, qui est-ce qui doit alerter en premier? Comment se fait tout le schéma entre l'agent, on va dire, et la direction, la tutelle au-dessus. Donc ça s'anticipe aussi, et ça doit être validé bien sûr par toute la hiérarchie, mais c'est important donc de l'avoir travaillé en amont. Ce qui est très important aussi, c'est donner des consignes, j'en parlais tout à l'heure, consignes en cas de découverte d'incendie, consignes en cas de découverte d'inondation, quels sont les bons gestes. Donc voilà, je ne vais pas détailler parce que j'en ai pas le temps, on pourra y revenir si vous le souhaitez au niveau des questions, mais voilà, des consignes claires, nettes et précises sur lesquelles il n'y a pas de questions à se poser, on sait quoi faire. La liste de volontaires également, et ce qu'on appelle la pyramide téléphonique, c'est-à-dire l'idée c'est que celui qui découvre l'inondation, par exemple, on va se mettre dans le cas de l'inondation, celui qui découvre l'inondation dans les magasins, il doit avoir un coup de fil à passer. Donc, a priori, ici, cette liste-là, il faut la mettre par ordre. Lequel est le plus important à prévenir d'abord? Et après, c'est la personne qui l'a eu au téléphone qui va prendre la suite pour appeler les autres personnes. Alors, nous, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est le cas de figure de mon établissement à moi, où le directeur et directrice, bon, il se trouve que c'est moi, je souhaite être averti en premier. Et donc, je sais que si c'est moi que le découvreur de l'inondation a au téléphone, ce sera à moi d'appeler ensuite les différentes personnes. Celui qui découvre l'inondation, une fois qu'il a alerté, il faut qu'il aille faire les premiers gestes. Il faut qu'il aille ou bien évacuer des collections, ou bien protéger les collections, ou bien commencer à assécher les locaux. Il n'a pas le temps de passer 3/4 d'heure au téléphone pour appeler les camarades. C'est pour ça c'est pour ça que ça s'appelle une pyramide téléphonique, parce que voilà, ça se met en mode pyramidal et descendant. Il y en a un qui a découvert et c'est les autres ensuite qui vont prendre le relais de l'alerte des différentes autres personnes. Bien sûr, tout ce petit monde-là doit avoir donné ces différents numéros de téléphone. Il faut aussi qu'on sache le moyen s'ils sont alertés chez eux parce qu'on est dimanche et que la bibliothèque est fermée, il faut qu'on puisse savoir en combien de temps cette personne va mettre pour arriver à l'établissement et le moyen, parce que si c'est une inondation générale sur la région, les routes seront coupées, les trains seront arrêtés, etc. Donc, il faut aussi qu'on puisse savoir, on alertera plus facilement quelqu'un qui peut venir en 10 minutes à pied que quelqu'un qui met 1 heure à arriver en voiture, et si les routes sont coupées, il ne pourra pas arriver. Alors, pour la formation des équipes, là aussi, c'est très important. Je vous renvoie vraiment sur les fiches de la Bibliothèque nationale de France qui sont extrêmement bien faites, qui balayent tous les cas de figure. Alors, sur les 2 cas de figure, vous voyez premier geste en cas de dégâts des eaux et premier geste en cas d'incendie. À chaque fois, ça fait 250 fiches, donc c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas découvrir le jour du sinistre, mais que vous pouvez trier, vous, en fonction de la nature des collections que vous conservez. Si vous n'avez pas de phonogramme, par exemple, ou pas de pièces de monnaie, évidemment, les 5 fiches qui concernent les phonogrammes et les pièces de monnaie, vous ne les regardez pas. Donc, voilà, c'est important de pouvoir, là aussi, l'anticiper et le préparer en fonction du type de collection que vous avez. Ensuite, une fois que le plan d'urgence est rédigé, on n'a pas fini. Parce qu'il faudra d'une part le mettre en œuvre, et là, c'est l'occasion de faire des exercices avec vos équipes, avec les collaborateurs d'autres institutions localement, mais aussi avec les pompiers. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir voir, tiens, cet élément, on l'avait pensé comme ça, mais on voit qu'au concret, ça ne marche pas du tout, il faut le penser autrement. Donc, en le faisant concrètement, on s'aperçoit de certaines choses à modifier. Et puis, bien évidemment, une fois qu'il est rédigé et mis en œuvre, il faudra l'actualiser tous les ans parce que les collections prioritaires peuvent bouger, peuvent changer de place, elles peuvent s'agrandir, s'accroître
ou au contraire se restreindre pour d'autres raisons. Bien sûr, toutes les coordonnées des collègues de la liste de volontaires va changer tous les ans, où les personnes vont elles-mêmes partir, où elles vont changer de numéro de téléphone, où elles vont changer de domicile. Enfin, il y aura souvent plein de trucs à actualiser. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir qu'il faudra actualiser tous les ans, ce genre de données. Et puis, je vous le disais, le travail en collaboration est extrêmement important. Avec les pompiers, on en a parlé, avec la police pour, par exemple, surveiller l'emplacement où vous allez évacuer les œuvres prioritaires pendant le temps du sinistre. Eh bien, il faut quand même que cet endroit, puisque c'est des œuvres prioritaires, elles sont hyper précieuses. Et donc, si vous allez à la police pour surveiller ces œuvres prioritaires évacuées, ben, c'est quand même pas plus mal. Donc là aussi, il faut l'avoir anticipé. Et je le disais, avec d'autres établissements de conservation. Et puis ensuite, chaque année, faire des exercices de simulation de sinistre. Ça peut être une fois une simulation d'une inondation, une autre fois un autre exercice, pour vraiment pouvoir mettre en œuvre véritablement le plan d'urgence. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation. Est-ce qu'on fait la phase de questions-réponses maintenant ou est-ce que je vous présente le bouclier bleu maintenant? Vous me dites. Merci beaucoup, Madame Deschaux. Maintenant, nous allons procéder d'abord à comment évalue-t-on un plan de mesure d'urgence au sein d'un service d'archives? Si vous pouvez faire une brève description là-dessus. Oui, alors l'évaluation d'un plan d'urgence, je dirais que c'est justement par les exercices de simulation. C'est vraiment comme ça qu'on verra s'il est opérationnel, si les consignes sont claires, si les collègues sont informés, sont sensibilisés, ont compris les consignes, ont appris à faire les bons gestes et surtout à ne pas faire les mauvais gestes. Voilà, c'est vraiment par les exercices qu'on va évaluer si le plan d'urgence qu'on a conçu tient la route ou pas. Et les exercices, en présence ou non des pompiers. On peut parfaitement faire des exercices en interne avec simplement les équipes de l'institution et quand on se sent peut-être un petit peu plus affermi, demander aux pompiers de participer à un exercice. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, le moyen majeur d'évaluer un plan d'urgence. D'accord, vraiment merci beaucoup à Madame Deschaux pour cette brillante présentation. À présent, dans le chat, nous n'avons pas de messages ni de questions. Donc, nous pouvons passer à la présentation du bouclier bleu. Bouclier? D'accord. Oui. Alors, donc, alors je ne représente plus maintenant, mais j'ai pendant 7 ans représenté donc le bouclier bleu France. Je vais vous faire une petite présentation rapide du bouclier bleu de façon générale et du bouclier bleu, on va dire oui, au niveau mondial et en particulier en France, la façon dont on aborde les choses. Alors, la création du bouclier bleu, c'est un contexte qui, depuis la nuit des temps, fait que les conflits sont souvent ont aussi des impacts très souvent sur le patrimoine culturel, qu'ils soient des collections d'archives, de bibliothèques, de musées, des sites archéologiques, on l'a bien vu en Syrie, on le voit partout, tout le temps. C'est d'accès, on le voit en ce moment en Ukraine en particulier, d'accès, par exemple, des bombardements sur des éléments du patrimoine culturel national, ça permet de détruire un petit peu plus vite encore l'identité du pays avec lequel on est en conflit. Donc ça, c'est vraiment depuis que l'homme est l'homme, je dirais. C'est pas un phénomène récent et on arrive très vite à des impacts sur le patrimoine culturel. Au départ, pour le bouclier bleu, ça a été les dommages patrimoniaux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale.
avec la création notamment de l'ONU d'une part et très vite après de l'UNESCO. Ils ont réfléchi à partir de 1954 sur l'établissement d'une première convention multilatérale qui se concentre sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit. Donc, c'est la Convention de La Haye qui a vu le jour en 1954, qui a ensuite eu 2 protocoles sur lesquels ont signé un certain nombre de pays, pas forcément tous. Aujourd'hui encore, cette liste de pays signataires du premier et du deuxième protocole de la Convention de La Haye est en cours de progression. La France a signé le deuxième protocole assez récemment, en 2018, donc vous voyez, c'est quand même assez récent. C'est la Convention de La Haye qui a décidé de l'emblème de ce bouclier bleu pour marquer les établissements, marquer les œuvres d'art, les sites qui doivent être protégés au titre de la Convention de La Haye. Donc, c'est ce fameux bouclier bleu que nous avons repris, par exemple, sur les logos rétro-réfléchissants, bien évidemment, on n'a rien inventé, qui est relativement connu dans un certain nombre. Alors, en France, il est peu connu en Allemagne, en Belgique, en Autriche. On voit très souvent, ici c'est une photo du mur de Berlin avec les fresques qui ont été peintes dessus. Et vous voyez, vous avez la petite pancarte de présentation de l'artiste et en dessous le petit logo bouclier bleu. Ça, en France, on n'en voit pas du tout. Les pays n'ont pas forcément la même approche par rapport à ça. Donc, au départ, le bouclier bleu international, le comité international du bouclier bleu a été créé en 1996 par le service international, le conseil international des archives, le conseil international des monuments et des sites, le conseil international des musées et la fédération internationale des bibliothécaires et des bibliothèques, donc ICEA, IFLA, ICOMOS, ICOM. Et le bouclier bleu international a été reconnu internationalement comme organisation autorisée à contribuer comme instance consultative au travail du comité intergouvernemental qui veille à la bonne application de la Convention de La Haye. Donc, alors voilà une carte qui n'est pas tout à fait à jour en 2022, elle date peut-être de début 2021, donc il y a peut-être de nouveaux pays à mettre en bleu et notamment peut-être en Afrique. J'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder tout à fait récemment les différents pays qui ont pu devenir bleus dans cette carte du monde, mais pour vous montrer un peu que voilà, on n'est pas encore très 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 largement représenté dans le monde, mais ça progresse quand même. Alors nous, Bouclier Bleu France, on a été créé en 2001, on est donc le relais en France du Blue Shield international et on s'est axé parce qu'en fait chaque comité national peut prendre des axes un peu différents, bien sûr toujours dans la ligne de la protection du patrimoine culturel, mais on peut il faut être validé bien sûr par le comité international, mais chaque comité national peut proposer des axes de développement et nous en France, on a décidé de développer l'interconnexion entre les risques et le patrimoine culturel parce qu'on n'a pas, de façon récente, de conflits armés sur notre territoire. Donc, on s'est un peu orienté plutôt sur la question des risques, tous les risques dont je vous ai parlé, naturels, technologiques, humains, et donc l'interconnexion avec le patrimoine culturel. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire sensibiliser tous ceux qui s'occupent du patrimoine à la question des risques, et sensibiliser tous ceux qui s'occupent de la gestion des risques inondations, des risques de tempêtes, des risques du changement climatique, de les sensibiliser à l'existence et à la protection nécessaire du patrimoine culturel. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'interconnexion risque et patrimoine culturel. Et donc, nous suscitons, encourageons, accompagnons des actions de prévention, d'intervention d'urgence pour la protection du patrimoine culturel. Parce que vous l'avez compris, toutes les régions sont touchées par des catastrophes, tous les types de patrimoine sont touchés par les catastrophes et voilà, il y a vraiment nécessité de travailler dans ce sens-là en amont. Alors, quelques exemples, sont plutôt des exemples européens, mais pas tous, vous le verrez, notamment le tremblement de terre à Haïti
Haïti ici, l'incendie bien sûr de Notre-Dame de Paris, pour montrer que ça arrive pas qu'aux autres. Parce que, pourquoi le bouclier bleu? Ben, on l'a déjà vu tout à l'heure, et le patrimoine culturel est irremplaçable, même s'il peut être restauré, ce sera plus le caractère originel, parce qu'il fait partie il fait partie constituante de l'identité d'un peuple, il doit être protégé comme bien national collectif et commun, et qu'il participe à la résilience plus rapide des populations après une catastrophe. Donc, nous travaillons sur l'information, sur la formation, sur les échanges, sur l'intervention. Je dois dire que le bouclier bleu, le gros avantage, c'est qu'on est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on travaille avec des collègues des archives, des bibliothèques, des musées, des sites archéologiques, etc., et que ce foisonnement de secteurs culturels est extrêmement intéressant. On a tous les mêmes problèmes, mais on n'a pas tous les mêmes façons d'aborder les problèmes et de les régler. Et du coup, c'est hyper intéressant de discuter ensemble, d'échanger et d'aller prendre des idées de ce qui se fait à droite et à gauche dans les autres secteurs. Donc, nous faisons des actions de sensibilisation de grand public, comme par exemple les journées européennes du patrimoine, des journées d'études, des colloques. Nous avons rédigé, vous pouvez les trouver sur notre site internet, ces différents documents, notamment pour un plan patrimoine culturel et risques majeurs. Également, un petit guide pour sauver son patrimoine familial sinistré, un document qui a été fait pendant la pandémie, le confinement, sur la veille sanitaire pendant des situations de confinement. On travaille donc sur l'aide et à la rédaction des plans de sauvegarde et des plans d'urgence dans les établissements. Également, on encourage la mise en œuvre d'exercices, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on aide au repérage par la vente de ces logos rétro-réfléchissants. On organise des formations, on organise des exercices, on peut intervenir en tant qu'expert. Alors, on n'est pas très nombreux, hein, on est 125 en France, donc évidemment, on ne peut pas intervenir forcément à l'autre bout de la France à tout moment, mais en tout cas, on peut donner toujours des conseils, au moins par téléphone. On est intervenu quand il y a eu l'effondrement des archives de Cologne en 2009, on est intervenu également à Haïti. Et puis, les échanges dont je vous parlais tout à l'heure avec les services de secours, avec l'organisation d'exercices de simulation dans divers domaines. Donc, nous sommes aujourd'hui représentant tous les patrimoines. Nous sommes 200 adhérents individuels et 100 adhérents institutionnels. Et ça, la progression du nombre d'institutions qui ont adhéré au Bouclier Bleu France est intéressant pour nous parce que ça montre la prise en compte de l'institution de cette problématique de l'urgence. Donc, pour nous, c'est très intéressant. On a 6 sections locales, ce qui n'est pas beaucoup pour toute la France, mais on espère que ça va progresser. Et donc, on travaille aussi beaucoup en réseau mondial, comme ce qu'on a pu voir notamment avec la crise la guerre en Ukraine, pour lesquelles on a pu faire un certain nombre d'éléments d'envoi de matériel, etc. Voilà, très rapidement, on pourrait passer 2 heures, évidemment, on parlait du bouclier bleu, mais très rapidement présenté. Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Vraiment, merci beaucoup. Partage d'écran, peut-être? Oui, vous pouvez arrêter. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dichaud. Ouais. Des choses, ça a été vraiment intéressant. Et nous allons passer à la phase des questions et réponses. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit coucou à Madame Estelle Aubé, qui avait des soucis de connexion, la vice-présidente de Archiviste Leader. Madame Aubé, vous avez un mot à dire? Juste présenter mes excuses et dire bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être en votre compagnie et merci surtout à notre invité. Avec grand plaisir. Voilà, ma préoccupation, c'est par rapport au bouclier bleu. Je voulais savoir comment on fait pour adhérer, les modalités d'adhésion. Alors, c'est effectivement une bonne question. Je pense
je peux vous donner les coordonnées immédiates, enfin très rapidement, du bouclier bleu international, du Blue Shield international. S'il y a un comité national dans votre pays, évidemment, vous pouvez adhérer à ce comité national. S'il n'en existe pas, je pense que vous pouvez vous mettre en marche pour créer un comité national du bouclier bleu dans votre pays. Le Blue Shield international vous donnera toute une série de conseils. Après, voilà, les statuts des différents… Nous, on est une association et je pense que toutes les organisations bouclier bleu nationales sont des associations, chacun dans son pays, avec ses statuts particuliers, ses réglementations particulières. Voilà, je pense que si ça existe, s'il existe déjà dans votre pays, c'est assez simple d'adhérer. Pour nous, vous donner un ordre d'idée, nous, on a donc des bulletins d'inscription individuels et institutionnels au comité français. Après, encore une fois, chaque comité organise l'institution, l'association comme il l'entend, mais vous pouvez avoir de bons conseils, je pense, auprès du Blue Shield international. Je pourrais vous donner les contacts si vous le souhaitez. Voilà, je vois j'ai la parole, alors je me permets juste de la garder 30 secondes. C'est Randolph qui demande est-ce que le bouclier bleu a déjà eu à intervenir en Afrique? Pas à ma connaissance. Vous l'avez compris, le bouclier bleu international existe depuis 1996, donc pas si longtemps que ça. Je sais qu'il y a eu des formations, il y a eu des collègues qui sont allés intervenir en tant que formateurs ici ou là en Afrique. Donc ça, c'est possible, mais des interventions sur un sinistre ou sur un post-sinistre en Afrique, j'ai pas connaissance que le bouclier bleu l'ait fait. Je vous dis, on est intervenu en Haïti pour le tremblement de terre, aux archives de Cologne. Ici ou là, on a pu intervenir, enfin des collègues ont pu intervenir en Syrie également, mais ça reste quand même assez ponctuel. D'accord, merci beaucoup, Madame Deschaux. Jean-Marie Capet qui a la main levée. Je préconise aussi je demande à tous les participants qui veulent poser des questions de lever la main aussi. Jean-Marie Capet, merci de vous présenter et poser votre question. Ok, merci. Jean-Marie Capet de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai 2 questions. Merci déjà pour la présentation, très édifiante. Ma première question, c'est, je souhaiterais savoir quels pourraient être les éléments à prendre en compte dans la budgétisation d'un plan de mesures d'urgence. Et puis, la deuxième question, on sait qu'actuellement, on a une forte production numérique, du patrimoine numérique. Donc, comment on intègre le patrimoine numérique aussi dans un plan d'urgence? Alors, c'est des questions pas faciles. J'ai pas pu les aborder très longuement ou pas les aborder du tout pendant ma présentation parce que forcément, je voulais être rapide. Alors, la priorisation des collections, je pense que il faut vraiment être dans une perspective. Quelles sont les collections qui sont, on va dire, extrêmement rares? Pour lequel la population serait fort dépourvue si ces collections-là venaient à disparaître. Alors, je sais qu'en archive, vous êtes plutôt sur des fonds plutôt que sur des documents intrinsèques. Et qu'un document tout seul n'a pas forcément de valeur s'il n'est pas mis dans le fond dans lequel il est intégré, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir en commun, d'une part, avec l'ensemble des équipes, l'ensemble des responsables de collection, parce que sinon, évidemment, chaque responsable de collection va vous dire, moi, c'est ma collection qui est la plus importante. De toute façon, vous l'avez compris, les pompiers ne pourront pas sauver un nombre incroyable de documents. Et s'il s'agit d'une inondation pour laquelle ce sera vous, les équipes, qui serez à l'œuvre pour évacuer les documents, c'est pareil. Si vous devez évacuer 18 km, ça va juste pas être possible. Donc,
voilà, en fonction des critères de rareté, des critères d'importance par rapport à votre ville, par rapport à votre pays, par rapport à l'ensemble des collections, des critères, ça peut être des collections qui ne sont pas forcément hyper, comment dire, c'est pas parce qu'un document est hyper ancien qu'il est forcément plus précieux que les autres. Je vais prendre un exemple dans les bibliothèques parce que c'est quelque chose dont je suis plus familière, donc il va falloir pour vous ajuster à la question des archives. Mais nous, par exemple, on a dans un certain nombre de bibliothèques des bibles manuscrites du Moyen-Âge. Bien évidemment, c'est hyper important. Sauf que si on doit faire le choix de collections prioritaires, si elles ne sont pas spécialement enluminées et on a un certain nombre de bibles juste décorées dans nos collections, eh bien moi, je ne vais pas mettre une bible, même si elle est du XIIe siècle et qu'elle n'est pas largement enluminée, en collection prioritaire parce que je sais que des bibles du XIIe siècle, il y en a quand même un certain nombre dans les autres bibliothèques de France. Et bien sûr, c'est un crève-cœur, c'est évident. Mais il faut vraiment se mettre en rapport avec les autres établissements pour voir qu'est-ce que vous êtes spécifiquement chargé de conserver de façon, on va dire, d'importance nationale par rapport aux autres établissements. Alors, ça ne vous aide pas, hein, ce que je viens de vous dire, j'en ai bien conscience, au niveau très concret, mais je pense qu'il faut vraiment travailler avec les autres établissements. Alors, par rapport à votre question sur la production numérique, eh bien, ça, c'est une réflexion à mener. On l'a commencé aussi, nous, de façon tout à fait balbutiante, on va dire. C'est évident que toutes les archives numériques aujourd'hui doivent être traitées de la même façon. On sait aussi que les serveurs informatiques sont particulièrement sensibles à un certain nombre de risques, des questions de chaleur, des questions d'humidité aussi, etc. Et que donc là, il y a toute une série de techniques de conservation, on va dire, à être vigilant, à maintenir pour les questions de serveurs informatiques. Mais de la même façon que, j'ai envie de dire, de la même façon que vous opérez un tri dans vos archives, vous avez les archives intermédiaires, les archives définitives, etc. et que vous ne conservez pas tout parce que personne ne peut tout conserver en papier, en document matériel, et bien en document numérique, électronique, c'est exactement pareil. On ne peut pas tout conserver, d'autant qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les documents matériels. Finalement, ils se développent à une vitesse exponentielle et il faut faire des choix aussi. Donc, de la même façon qu'on doit faire des choix pour les matériels, pour les documents matériels, de la même façon, on doit faire des choix pour des documents numériques. Et ce n'est pas plus facile, mais c'est à faire aussi de la même façon, oui. Merci. Merci beaucoup, Madame Deschaux. Il y a Rao Abou Zounon qui a posé aussi la question qui revient un peu pour Jean-Marie Capé. Quelle place occupe l'éthique dans le plan des mesures d'urgence? Alors, l'éthique, d'un point de vue de collection, je viens d'en parler, je vais pas y revenir. Est-ce que toutes les techniques d'information et de communication peuvent aider à la mise en œuvre d'un plan d'urgence? Oui, probablement. Votre plan d'urgence, vous allez le convertir en consignes que vous allez afficher, par exemple, dans les magasins de conservation, dans les couloirs pour vos collègues, les consignes claires, précises et concises dont je vous parlais tout à l'heure. Bien évidemment, votre plan d'urgence, vous pouvez en faire aussi un PDF que vous allez consulter, par exemple, sur des tablettes lors du sinistre, parce qu'il faut savoir que si c'est un sinistre par inondation, par incendie, vous n'aurez peut-être plus d'électricité. Donc, votre tablette, vous allez vous en servir les 3 premières heures et au bout d'un moment, la batterie sera en panne, sera vidée. Donc, il faudra avoir prévu là aussi des batteries de recharge ou des recharges rapides ou des moyens de recharger les batteries. Enfin, voilà, ça peut être une aide, évidemment. Le stockage à l'extérieur du fameux plan d'urgence, mais en sécurité aussi, parce que quelque part, le plan d'urgence
d'urgence, ça peut être aussi avec la question des collections prioritaires, un plan pour faciliter les actions des voleurs. Ceci dit, si on entrepose et on communique le plan d'urgence à seulement certaines personnes, on peut contourner cet aspect-là. On peut mettre le plan d'urgence sur un cloud qui vous permet d'y accéder à tout moment, mais pour accéder à ce cloud, il faudra pouvoir avoir Internet. Donc, parfois, nous, on sait très bien qu'au moment de l'explosion d'AZF à Toulouse, on n'a pas eu d'Internet et on n'a pas eu de communication par les téléphones mobiles pendant plusieurs heures. Donc voilà, en tant que gros sinistre ou grosse catastrophe naturelle, on n'aura pas forcément tous les moyens de communication habituels à notre disposition. Donc il faut aussi l'anticiper et voir ce qu'on prévoit dans ces différents cas-là. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question sur l'éthique. D'accord, merci beaucoup, Madame Deschaux. Moi, c'est juste une observation, je voulais que vous me précisiez. En ce qui concerne la représentation ou encore les activités du bouclier bleu, aujourd'hui, je constate que le réseau du bouclier bleu est pratiquement pas à 100% sur l'Afrique, notamment même dans le monde. Mais est-ce que le bouclier bleu, dans son intervention, a des partenariats avec d'autres organisations sur le terrain, c'est-à-dire, prenons les cas de Archivistes Leaders aujourd'hui qui œuvrent dans ce sens-là. Oui. Lorsque nous faisons un constat de ce genre de cas, est-ce que le bouclier, si la lettre est annoncée, est-ce que le bouclier bleu peut intervenir par le biais d'une organisation aussi locale? Alors, oui, très certainement. Je vous rassure, en France, le bouclier bleu n'est pas encore connu non plus de tous les personnels patrimoniaux. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Après, nous, le bouclier bleu, vous l'avez compris, on a été créé au départ avec le Conseil international des archives, des bibliothèques, des musées, des monuments et des sites. Donc, oui, évidemment, si vous n'avez pas de bouclier bleu dans vos pays respectifs, allez voir les représentations de l'ICA, de l'ICOM, de l'ICOMOS, de l'IFLA, et on peut parfaitement, bien évidemment, prévoir. Alors, ces organisations ont aussi en général des instances ou des conseils qui travaillent aussi sur les plans d'urgence de façon un peu récente. Chacun s'y est mis dans son domaine, donc vous pouvez aussi avoir des conseils, de l'aide auprès des sous-sections, on va dire, de l'ICA ou de l'ICOM qui travaillent sur les plans d'urgence. Donc, c'est déjà une chose. Et encore une fois, vous l'avez compris, l'ADN du bouclier bleu, c'est vraiment le partenariat, la collaboration avec l'extérieur. Donc, nous, alors encore une fois, vous l'avez compris, nous, Bouclier Bleu France, on n'est pas très nombreux. Donc, il ne va pas falloir nous demander d'intervenir de part et d'autre de la France déjà, on ne peut pas. Donc, de l'Afrique, on ne pourra pas non plus très concrètement, parce que trouver quelqu'un le jour J qui sera disponible pour aller partir, ce ne sera pas forcément très facile. Mais encore une fois, on peut donner des conseils, on peut faire des formations à distance, on peut… voilà, alors on est une association à titre non lucratif, mais forcément on n'a aucune subvention gouvernementale ni de quoi que ce soit, donc on ne vit que des adhésions de nos adhérents. Donc pour les formations assez courtes comme ça, on les fait sans problème à titre gratuit par volontariat et bénévolat comme ce que je fais aujourd'hui. Par contre, pour des formations un peu plus importantes, on demande à ce qu'elles soient réglées, rémunérées, pour faire un peu, voilà, puisque c'est du temps de travail, de préparation et d'assurer ces formations, donc on demande à ce que ça soit payé. Mais voilà, en gros, en tout cas, pour des conseils ou de ce genre, on peut tout à fait réfléchir à faire quelque chose ensemble. Mais encore une fois, je ne suis plus présidente, donc les projets qui pourraient y avoir devront être soumis, bien évidemment, au nouveau bureau exécutif du Bouclier Bleu France et en particulier à la présidente. D'accord. En tout cas, nous recevons ce message. Après, nous allons prendre le contact de la présidente pour lui transmettre encore nos salutations. Et à la suite, il y a Elias. Allô? Oui, allô? Oui, allô, Emma? Oui, Emma? oui, allô? Oui, merci de présenter ta position.
Merci beaucoup. Je suis Emma Aka, secrétaire ou trésorier adjoint de Archiviste Leader. Il y a deux questions qui me sont parvenues dans le chat de manière individuelle de préoccupation. La première, je crois qu'elle a été déjà répondue. C'est celui de M. Abou Zounon du Bénin qui voudrait savoir s'il y a une représentation de Archiviste Leader. Non, M. Azalé, une représentation du bouclier bleu au Bénin. Je crois que ça a été répondu. Et puis Je ne peux pas vous répondre. Il faudrait regarder sur Internet si ça existe. J'ai pas la réponse. Je peux la chercher, mais là, comme ça, je serais en difficulté pour vous donner une vraie réponse. Enfin, une réponse précise. D'accord, merci beaucoup, madame. Il y a aussi monsieur Samson Makaka qui voudrait rencontrer madame Obé Esther urgemment parce qu'il est au Gabon et il a envie d'entreprendre certaines activités avec elle. Donc, madame Obé, veuillez rentrer en contact avec monsieur Samson Makaba pour de plus amples informations. Voilà, merci beaucoup. Et bon webinaire à chacun. Merci, Aka. C'est enregistré. Je vais le rencontrer. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Aka. Il y a Elias Boueta qui a levé la main. Elias, tu nous entends? Oui. Bonjour à tous. Merci. OK, merci de te présenter. De quel pays tu nous appelles? Oui, je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je suis archiviste à Prosanus AID, à l'App Technique. J'ai deux préoccupations. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Oui. La première est celle-ci. Je voulais savoir, Madame Deschaux, quelle est la première étape si on veut normalement aborder le travail de conception d'un plan d'urgence? Donc, quelle est la première étape du travail de conception d'un plan d'urgence dans un service d'archives? Et la deuxième n'est pas vraiment une question, mais je souhaiterais que vous puissiez partager avec nous vos coordonnées. Donc, votre contact, si on peut en inbox, même votre adresse email, vous écrire si on a des préoccupations liées. Bien sûr. Alors, je vais vous mettre mon adresse au bouclier bleu pour pouvoir me contacter. Donc, c'est formation@bouclierbleu.fr. Voilà. Est-ce que vous l'avez eu? Je ne suis pas sûre que ça soit parti. Vous n'avez pas encore partagé l'écran? Non, je ne partage pas l'écran. Là, je vous mets dans le chat. Ah, ok. Alors, attendez. Est-ce que là… Et alors, pour votre première question, par quoi il faut démarrer? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut démarrer d'abord par les aspects matériels, parce que c'est les plus concrets, c'est des choses qui vous permettront de réagir à la première petite inondation qui ne manquera pas de survenir. Ça vous permettra d'éviter les infestations de moisissures, parce que vous savez, quand il y a de l'eau et qu'on n'arrive pas à l'évacuer immédiatement, il y a tout de suite des infestations de moisissures. Voilà, donc les différents aspects matériels dont je vous parlais tout à l'heure, le kit inondation, le matériel pour les premières interventions, pour les interventions ultérieures, pour l'évacuation, tout ça, ça me paraît être des choses qui ne coûtent pas très très cher, que vous pouvez mettre en place assez rapidement, qui seront concrètes, qui vous permettront de montrer aux équipes que vous progressez dans la rédaction du plan d'urgence. Voilà, donc à mon avis, il faut vraiment commencer par là. Et le deuxième point, je dirais, c'est l'aspect humain de sensibilisation de l'ensemble des équipes, même celles qui ne s'occupent pas forcément de conservation. Parce que le jour J de l'inondation, par exemple, vous ne savez pas qui est-ce qui sera là. Il y aura peut-être la moitié des gens. Nous, au Bouclier Bleu, on dit toujours que le 15 août est un jour férié au plein mois d'août, donc en plein été en France. Et on dit toujours que le sinistre pourra intervenir le 15 août à 15h parce que c'est le moment où il y aura le moins de monde dans l'établissement. Alors, chez nous, les établissements sont fermés, c'est évident, mais en plus,
Les gens sont en vacances, donc ils seront peut-être à 500 km de là. Donc, il faut toujours se mettre dans la situation où le rédacteur du plan d'urgence, le directeur, le responsable des collections ne sera pas là. Et il faut que les équipes puissent quand même faire les bons gestes, ne pas faire les mauvais gestes, savoir quoi évacuer elles-mêmes. Et c'est pour ça que la question de la sensibilisation de toutes les équipes est vraiment hyper importante. Donc moi, je commencerai par ces deux aspects-là, l'aspect matériel et l'aspect des équipes. Et après, bien sûr, tous les autres aspects. Hein, ça n'évite pas de travailler sur les autres aspects. Mais au moins de commencer par ça, ça me paraît quelque chose de réaliste. D'accord. Merci beaucoup, Madame Deschaux. Nous voyons Avec que nous plaisir. Je tendons vois vers la une fin. question. Existe-t-il un guide pour la rédaction du document plan d'urgence? Alors, je vous enverrai Ah oui. aussi avec mon PowerPoint tout à l'heure. Peut-être je vous l'enverrai par mail et après vous pourrez renvoyer à l'ensemble des participants. On Voilà. a rédigé au bouclier bleu le plan d'urgence en 10 étapes. Qui vous permet, alors c'est quelque chose qui est rédigé pour la France, hein, donc il y a plein de choses sans doute que vous ne pourrez pas utiliser parce que bah, voilà, on n'a pas les mêmes conditions, etc. Mais ça peut quand même vous donner des idées sur comment progresser dans la rédaction du plan d'urgence. Je pense que ça peut vous aider quand même. Oui. Merci beaucoup, Madame. Merci pour tout. Et je rappelle aussi à tous les participants qu'il y a un formulaire qui est joint pour recevoir la plupart des supports. Merci de les renseigner pour que vous puissiez les recevoir également. Regardez dans le chat, vous allez voir le formulaire. Et derrière ça, il y a la dernière question pour conclure. C'est par rapport à la réalité qu'on a. Ah. Veuillez m'excuser, le micro était coupé. Oui. La dernière question pour pouvoir faire la synthèse ici, c'est la réalité qu'on constate en Afrique par rapport aux secours, c'est-à-dire les pompiers, qui est une question de Jean-Marie Capé. Voilà. Il dit, dans ce cas où nous nous trouvons dans le sens où la plupart où les pompiers doivent intervenir, c'est toujours en retard. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de pistes ou des solutions alternatives pour pouvoir pallier à cela avant l'arrivée des pompiers? Alors, la question de Jean-Marie Capé. Tout dépend bien sûr de la nature du sinistre. Si c'est un incendie, les personnes priment et l'évacuation des personnes est évidemment prioritaire. Donc, je ne vois pas tellement le moyen d'évacuer les personnes et de sauver les collections en parallèle. Si en évacuant, on peut sauver 3 documents, qu'ils sont facilement repérables, pourquoi pas? Mais si on doit aller à l'autre bout des archives pour chercher le document prioritaire avant d'évacuer, encore une fois, c'est la vie des gens est plus important que la vie du patrimoine culturel. Même si, à mon avis, évidemment, le patrimoine culturel est très, très important, mais la vie des gens, c'est évident que c'est plus important. Oui? Vous m'entendez? Oui, la connexion. Voilà. Après, pour la question sur les pompiers, si ce n'est pas un incendie, je pense que la formation des équipes de volontaires et de former justement les équipes des établissements de la même ville, des établissements de conservation patrimoniale de la même ville, ça peut être une alternative. S'il s'agit d'une inondation, on pourra intervenir nous-mêmes. Et donc, si les équipes sont formées à comment je reconnais un document prioritaire, comment je l'évacue, dans quoi je l'évacue, où je le porte pour, une fois qu'il est évacué, quels sont les locaux qui ont été identifiés pour accueillir les documents à évacuer, les locaux pour accueillir les documents mouillés, pour les faire sécher, etc. Si tout ça a été prévu dans le plan d'urgence, les équipes pourront pallier l'absence de pompiers dans le cas de ce cas d'inondation. Encore une fois, pour l'incendie, il y a trop de risques pour les personnes, quoi. Voilà ma première réaction à cette question. D'accord. Nous n'allons pas trop prendre de votre temps. Vous allez répondre à la dernière des dernières. Hassan depuis le Bénin. Hassan, tu nous entends? Hassan? Oui, je vous entends. Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si le bouclier bleu a prévu des activités dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des archives. Si oui, lesquelles? Pas spécialement, non. Comme nous, encore une fois, on est une organisation multisectorielle, on n'a pas prévu de choses en particulier dans la Semaine internationale des archives. Par contre, bien sûr, nos collègues de l'ICA le font. Voilà. Mais nous, intrinsèquement, on n'a pas, on peut pas faire dans tous les domaines, dans tous les secteurs que l'on a en responsabilité. Donc, non, ma question, malheureusement, c'est non, désolé. D'accord, merci. D'accord. Vraiment, nous remercions Madame Deschaux de nous avoir honorés parce que vraiment, c'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin, pratiquement 36 minutes d'avance, si on peut dire de retard. Excusez-nous encore, nous n'avons pas envie de démarrer. C'était vraiment intéressant qu'on n'a pas voulu vous laisser vite aussi. Et là, notre mot de fin ici, c'est merci, merci et merci, Madame Deschaux, pour tout ce que vous avez apporté comme édification sur ce thème-là. Et ça motive aussi les archivistes africains, notamment, de comprendre qu'ils ne sont pas seulement oubliés, mais on doit se donner la valeur pour arriver au but final qui est de valoriser notre métier.